Il s'appelle Pascal Roy, il est en Israël depuis 9 ans, rien ne l'y prédestinait. Il a été avocat pendant un moment, il est journaliste, auteur, réalisateur, traducteur. Il nous présente aujourd'hui, bien sûr, son film Dias de Juventud, mais ce film l'a amené à vivre en Israël. Il est ici depuis 9 ans. Il nous raconte son parcours tout à fait particulier. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Pascal Roy, j'allais vous appeler Roy, mais non, c'est Roy. Mais ici, on m'appelle Roy. Ici, on vous appelle Roy. Bah oui, c'est obligé, il y a une grecque, donc on est tenté. Donc, bienvenue. Merci de votre accueil, de ton accueil. Alors, franchement, vous avez un parcours qui force l'admiration et qui nous interpelle parce que, on va le dire d'introduction, vous n'êtes pas juif, voilà. Et rien ne vous y prédestiné d'ailleurs à venir ici, à vous installer ici. Vous avez grandi en Belgique, dans une famille, on va dire, pas pratiquante, plutôt athée, on va dire, avec une pellicule d'antisémitisme culturel, comme beaucoup. C'est pas rien de particulier, on va dire. Non, rien de particulier. Les préjugés, les stéréotypes habituels, classiques, sans connaître évidemment de juifs pendant mon enfance et mon adolescence. J'en ai connu après à l'université, et puis j'ai eu des amis aussi qui étaient juifs et qui ont fait partie de mon parcours. Voilà, mais ça s'arrête là, on va dire. Vous aviez le goût de l'aventure, du voyage, on va dire, à 27 ans. Vous avez, après avoir été avocat pendant 3 ans, vous avez dit, ça y est, stop, ça suffit, je vais partir au soleil, adieu la Belgique, je pars en Espagne. Exactement, et en Espagne, j'ai vécu un peu la bohème. J'ai commencé des études de théâtre et j'ai commencé à participer à des mouvements de gauche, à droite et à gauche. Voilà, des mouvements plutôt à gauche. Plutôt à gauche, voilà, des mouvements politiques, évidemment. Vous souteniez Cuba, le Venezuela, vous étiez bien embrigadé quand même. C'est-à-dire que quand on appartient à des mouvements de gauche en Europe et plus particulièrement en Espagne, on est dans un cadre dogmatique qui fait que finalement on ne se pose pas de questions sur les sujets qu'on soutient, que ce soit Cuba, le Venezuela ou être contre la réforme des retraites ou être contre Israël et être en faveur de la Palestine. C'est ça, c'était obligatoire. Soutenir les Palestiniens, ça allait de soi, donc forcément on soutient les Palestiniens, on est contre Israël, point, même si on ne connaît pas, même si on n'y connaît rien au conflit, c'est comme ça. Et en dépit d'être entouré d'intellectuels et de gens qui sont très bien formés, on se rend compte que finalement c'est une option de facilité, parce qu'on voit le blanc et le noir, on voit les bons et les mauvais, et puis quand on soutient la Palestine, on est forcément contre Israël. Donc moi j'étais un peu là-dedans, quoi, et je ne me posais pas plus de questions que ça. Comme les autres. Exactement. Ok. Et puis un beau jour, vous recevez un coup de téléphone d'un ami à vous qui vous dit j'ai un copain qui a besoin de séjourner quelques jours en Espagne. Est-ce que tu peux t'occuper de lui? Oui, il s'appelle Leonardo Cohen. Moi, c'était en 98. Je le connaissais absolument pas. En plus, c'était à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, donc j'étais en vacances en Italie. Cet ami lui dit écoute, tu peux appeler à ce numéro fixe. Et puis, il est tombé sur mes colocataires. Les colocataires l'ont invité. Il est resté à ma maison. Et moi, ce matin-là, quand je suis rentré d'Italie très tôt, je parle de 5-6 heures du matin, j'arrive chez moi et quelqu'un dormait dans mon lit. C'était Leonardo Cohen. Et c'est comme ça que j'ai fait connaissance de cet ami qui a beaucoup influencé ma vie, en quelque sorte, par le biais de ce film, mais plus généralement on va par parler les du conversations. Film, évidemment, mais avant le film commence cette espèce d'amitié un peu particulière, parce que Leonardo Cohen est certes historien, mais il vivait à Jérusalem, en Israël. C'est ça, à cette époque, il avait fait l'Aliyah déjà depuis une dizaine d'années. Il venait de Mexico et il avait étudié ici à l'université. Voilà, alors, avec votre amitié, bien sûr, les choses changent, vous échangez des idées, aussi des articles, il vous fait lire un petit papier qu'il était en train d'écrire sur la Shomer Hatzair. C'est ça, quelques années plus tard, c'était plus que ça en fait, parce que j'étais ici en vacances, en quelque sorte, je venais un peu me changer les idées. Et je l'accompagnais à une interview. Alors c'est ça qui est bizarre, parce que vous étiez toujours à gauche et étant pour la destruction d'Israël, mais vous alliez en vacances voir votre copain. Disons que j'avais fait un petit peu un bout de chemin dans ma tête, et puis j'étais pas du tout contre l'idée d'aller en Israël. D'accord. Et je n'avais pas les connaissances que j'ai maintenant. Bien sûr. C'était un peu par curiosité. Et puis je l'accompagnais à un entretien qu'il avait avec une femme, Rivka, qui parle espagnol, qui vient du Mexique et qui parlait de son enfance et de son adolescence au sein de la Shomer Hatzair et puis de l'Aliyah qu'elle a faite.
et de sa présence en Israël. Elle habite encore près de Lod. Et en connaissant cette femme, j'étais subjugué par son histoire. Par elle, son histoire, son aura, son charisme, et par la Shomerat Saïr, en quelque sorte. Alors, Shomerat Saïr, bien sûr, vous n'y connaissez rien du tout. Pas du tout. C'était complètement un monde étranger pour vous. Mais vous avez eu un coup de cœur. J'ai eu un coup de cœur parce que... Pour l'idéal ? Oui, alors, ce qui est bien, c'est que moi, j'étais peut-être à la recherche d'un idéal, en quelque sorte. Probablement. Et la Shomerat Saïr est un peu la convergence de deux idéaux. C'est l'idéal sioniste et l'idéal socialiste. Et j'avais besoin de ça à ce moment-là, peut-être. En tout cas, j'étais complètement pris par l'histoire. Et quelques mois plus tard, j'ai téléphoné à mon ami, là, depuis Madrid, et je lui ai dit, on va faire un film. Et c'est ce qu'on a fait. On va faire un film sur la Shomerat Saïr, du témoignage de Rivka et de ce qui s'est passé au Mexique, hein, parce que Rivka venait du Mexique. Et de tous ses collègues. Exactement. De tous les jeunes qui étaient montés avec elle voilà, dans les années, on était quoi, des années 40, 50 ? Les années 40 et 50. On s'est surtout concentré sur les années 40 parce que déjà, c'était la dernière génération encore en vie de cette époque-là qu'on a eu la chance d'interviewer. On a commencé en 2006, hein, donc la plupart déjà sont morts, malheureusement. Mais ils avaient déjà un certain âge et ils ont bien évidemment accepté de participer aux interviews. On les a interviewés ici, celles et ceux qui sont restés. On les a interviewés au Mexique parce qu'il y en a qui sont rentrés. Et c'est comme ça qu'on a créé le film. Donc des témoignages, des vidéos et des photos d'archives que eux-mêmes avaient faites à l'époque. Ouais. Voilà. Et puis la présentation des kibbutz où certains vivent encore, comme Megiddo, Nekba, etc. Alors, ce film est très important parce qu'on va dire que c'est avec lui que vous avez fait votre alia, bien que vous ne soyez pas juif, donc vous avez un visa de travail ici, mais vous êtes quand même là depuis 9 ans. Pour vous, vous n'avez pas envie de bouger d'ici. Vous avez trouvé votre... Tout à fait. Votre pays, on va dire, en gros. Tout à fait, tout à fait, oui. C'est un pays difficile pour les Juifs. Alors imaginez pour les non-Juifs. Déjà, non, j'imagine pas, non. Déjà, au début, pour rentrer, c'était pas facile parce que je rentrais comme touriste. Et puis à un moment donné, on m'a dit que j'étais plus touriste, évidemment. Et puis, bien, j'ai repris contact avec la radio où je travaillais à l'époque du film. Grâce au film, j'ai connu des gens dans la communauté juive d'Espagne, de Madrid. Et j'ai commencé à travailler pour eux. J'ai fait des petits reportages pour eux. Et puis, je continue à le faire. Et c'est comme correspondant que j'ai pu obtenir mon visa de travail. Donc, vous travaillez pour Radio Séfarade, la radio juive de Madrid. Exactement. Donc, après, je vais vous interviewer. Avec plaisir. On les salue, en tout cas. Alors, bon, ce film, ça a duré 4 ans. C'est un film qui a été financé par des privés, on va dire, qui étaient intéressés à voir cette histoire incroyable, tout simplement portée à la connaissance du public. Et puis, vous avez passé plusieurs étapes avec eux parce que vous êtes en recherche d'une certaine honnêteté intellectuelle. Et avec tous ces témoignages et face, on va dire, au traitement de l'information, notamment à la façon dont Israël était vilipendé dans les médias, ça vous a fait quelque chose de très fort, comme un électrochoc. Et vous vous êtes dit qu'il y avait un gros problème et qu'Israël était vraiment traité injustement et ça vous a profondément révolté. Oui. On a commencé en 2006 le film et on l'a présenté en décembre 2010 au Festival du cinéma juif de Jérusalem. Donc il s'est passé un laps de temps où tous les deux, on a continué à travailler. On était d'ailleurs aidés pour l'édition par Nieves Batanero et pour le voice-over par Octavio Egiluth. Je tenais aussi à le souligner. Bien sûr. Donc pendant ce laps de temps, il y a eu par exemple en 2008 l'opération à Gaza de Plan Durci. Et j'ai vécu ça très très mal parce que j'étais complètement dans l'histoire, j'étais complètement dans la prise de connaissance d'Israël. Oui, et puis de l'idéal sioniste, en fait, tout simplement, de ces jeunes qui lâchent tout, qui viennent construire un pays. Et là, de l'autre côté, vous entendez exactement le contraire, que sionisme égale racisme, et ça ne vous plaît pas. Par exemple, oui. Et puis le fait d'être bombardé d'images d'enfants qui sont dans les bras de leurs parents à Gaza. Quand c'est ça seulement l'information qui ressort de cette opération, tu te dis qu'il y a un problème, parce que tu te dis que c'est pas que ça, quoi. C'est un ensemble. Mais quand les journalistes ne s'intéressent qu'à ça,
on tire les conclusions. Moi, en 2008, ce mois d'opération Plomb Durci, ma radio, la radio séfarade, m'a servi de miklat. C'est-à-dire que moi, je me réfugiais là un peu pour ne pas sombrer tout le temps, pour ne pas crier à l'injustice dans la rue comme un fou. Donc, c'est à ce moment-là, c'est ce petit moment-là, ce mois-là où j'ai décidé de vivre en Israël et de commencer à apprendre l'hébreu. Donc, j'ai commencé à apprendre l'hébreu dans la communauté juive d'Espagne. Et j'ai commencé mes démarches pour partir en Israël, à partir de là. C'est incroyable, parce que vous étiez révolté contre ces intellectuels qui ne racontaient qu'une seule partie de la vérité, une seule partie du conflit. C'est ça, c'est que Israël a ceci de particulier que tout le monde a un avis, et souvent, presque toujours négatif. Et alors que les personnes qui émettent ces avis ne sont pas des gens par hasard dans la rue, ce sont souvent des intellectuels, des journalistes, des gens qui sont des leaders d'opinion, très formés, très bien informés et très bien formés. Et malgré tout, ils se laissent porter par ce manichéisme permanent d'anti-Israël et de pro-palestinien. Et on revient à ce cadre de positif, négatif, de bon et de mauvais, de blanc et noir. Et ces gens-là ne veulent pas voir de nuances. Donc, ce n'est pas honnêteté intellectuelle que moi, j'étais forcément attiré par Israël. Et quand je rentre en Europe, je ne dis jamais qu'Israël, c'est la panacée. Je ne dis jamais qu'Israël, c'est ce qu'il y a de mieux au monde. Mais j'apporte des nuances. Et je pense que ça, honnêtement, c'est le minimum qu'on doit faire quand on est un intellectuel, quand on est un leader d'opinion. Et ça ne se fait pas. Donc, moi, j'ai décidé de vivre à fond mon honnêteté intellectuelle et de contribuer en quelque sorte à apporter un autre message et puis à essayer de faire changer les choses. Ouais, vous m'avez dit en préparant l'émission que pour vous, la création de l'État d'Israël était importante pour le monde et que vous vouliez apporter votre pierre à l'édifice et votre contribution au développement du pays, tout simplement. Oui, tout à fait. Non. Israël est importante pour les Juifs, c'est évident. Après avoir revécu à l'intérieur l'histoire de la Shomer Hatzaïr, forcément que l'idéal sioniste est important pour les Juifs. Mais je pense que si on va au-delà du sionisme, si on va au-delà de l'essor du sionisme, si on se plonge dans l'histoire du judaïsme, si on se plonge dans l'histoire des Juifs, je pense que la création de l'État était inéluctable. Et je pense que cet État soit ici, dans cette terre, c'était inéluctable. Et je pense qu'au minimum, on doit le respecter. Au minimum. Et moi, dans mon cas, je le soutiens. Et je pense que c'est important pour le monde entier que l'État d'Israël existe. Simplement. Bon, écoutez, vraiment, c'est très touchant de vous entendre. Ça fait du bien d'entendre d'autres sons de cloche, on va dire ça comme ça. Mais je voudrais, avant qu'on se quitte, qu'on voit un petit extrait du film qui est aujourd'hui en lecture libre sur YouTube. Donc, on peut le regarder, c'est tout nouveau. Hein. Ça s'appelle Días de Juventud. C'est en espagnol, forcément, puisque ça a été tourné au Mexique. C'est sous-titré en anglais, donc tout le monde peut y avoir accès. Et voilà, vous êtes aussi là parce que libre accès sur YouTube, c'est nouveau, il faut en profiter, tout le monde doit le regarder. Surtout si l'histoire de la Shomer Hatzaïr vous intéresse. Et puis si vous êtes curieux de savoir qu'est-ce qui a amené notre ami Pascal Roy en Israël, c'est l'enquête, c'est ce film, c'est tout ça. Donc on va se quitter en regardant un tout petit extrait. Merci beaucoup de votre honnêteté, vraiment. Même moi, je suis émue de vous entendre. Je vous souhaite beaucoup de chance, beaucoup de réussite ici. Merci beaucoup. Et de continuer à grandir et à être heureux dans ce pays. Merci. À bientôt. À bientôt. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.